Le duel du dimanche avec nos débatteurs duellistes du dimanche. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir, maire de Béziers. Il a été question de vous dans cet entretien avec Gérald Darmanin. On en parlera dans un instant. Et bonsoir Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir, éditorialiste. Juste avant de vous entendre, messieurs, je voudrais qu'on fasse un point avec vous. Pauline Revenat, bonsoir. Bonsoir. Chef du service police-justice de BFM TV, sur l'enquête. L'enquête pour essayer de déterminer les conditions dans lesquelles la jeune Louise, 11 ans, est morte. Il y a eu des recherches toute l'après-midi. On voit les images de la battue à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Que pouvez-vous nous dire de l'état de ces recherches et de l'état de l'enquête ? Alors, les recherches sont terminées depuis 18h et il y avait 120 fonctionnaires de police qui étaient sur cette zone avec un drone, avec des détecteurs de métaux, avec une équipe de cavaliers. Il y a 3,5 hectares de forêt à ratisser au peigne fin, à la recherche de toute trace, de tout indice, de tout objet personnel, que ce soit ceux de la victime, Louise, 11 ans, ou des auteurs ou des auteurs toujours en fuite. Hier, on le rappelle, il y a un jeune homme de 22 ans et sa compagne de 20 ans qui ont été placés en garde à vue pendant quelques heures, mais ils ont été libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Et c'est sur la base des images de vidéosurveillance où l'on distingue une silhouette, un homme avec une doudoune noire et une casquette, que les policiers sont allés chercher ce jeune homme, mais c'était donc visiblement une fausse piste puisqu'il a été relâché. Donc voilà ce qu'on peut dire ce soir. Est-ce que les recherches reprendront demain ? On le verra demain matin, mais pour l'instant, l'auteur ou les auteurs sont toujours en fuite. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir avec donc cette information, la fin des recherches ce soir, et on ne sait pas encore si elles reprendront demain et si oui, dans quelles conditions. Merci Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. On va parler d'actualité dans un instant, notamment du débat autour du droit du sol, mais un mot Robert Ménard, et c'était tout à l'heure la question que je posais au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce drame épouvantable, ce qui est arrivé à la jeune Louise, on ne connaît pas encore les circonstances. Elle a été retrouvée morte dans un bois en sortant du collège. Il y a ce qui est arrivé il y a quelques jours au jeune Elias, qui a été poignardé en sortant de son entraînement de football. Ceux qui nous regardent ce soir, qu'ils soient parents ou pas d'ailleurs, se posent la question de savoir si leurs enfants sont en sécurité quand ils sortent du collège, quand ils vont à un entraînement de football. C'est ça ce que Gérald Darmanin appelle l'ensauvagement de la société ? Mais il a raison, d'abord. D'abord, c'est ce qui nous bouleverse le plus, parce que je suppose qu'il n'y a pas un parent ou un grand-parent comme moi qui n'a pas en tête en disant « ça peut arriver à nos gosses ». Je veux dire, et ça, c'est terrifiant. Alors, ça prend pas toujours cette forme dramatique, oui. Mais moi, le nombre de gens qui viennent m'expliquer, tu sais, sur la violence à la sortie des collèges. Les collèges, c'est la violence. Et ils filment en train de se battre et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, vous êtes désarmés parce que moi, je sais même plus quoi penser. Je sais même plus quoi penser. Et je ne sais pas du tout comment on peut changer ça. Parce que qu'est-ce qui te prend d'aller filmer deux filles en train de s'arracher les cheveux et tout, et de diffuser ça sur partout, et peut-être que c'est un premier pas vers à quoi on assiste là. Je sais pas, moi je suis à la fois bouleversé, comme élu, désarmé. Moi je sais pas ce qu'il faut faire honnêtement. Vous savez, il y a toujours des gens, si c'était moi au gouvernement, si c'était moi le maire, je ferais ceci, ça. Tu ferais quoi ? Comment tu fais par rapport à ça ? Je sais pas, honnêtement. J'en sais rien. C'est pour ça que moi, je refuse de commenter ce genre d'événement. Évidemment, on pense tout de suite, la première chose, c'est qu'on pense à la famille, on pense aux parents, on pense à tous les proches. Ils doivent être dans un voilà, on se sent proche. Après, de dire... Aujourd'hui, oui, il y a ça, mais il y avait ça déjà il y a 50 ans. Il y avait peut-être pas l'ensauvagement de la société qu'il y a aujourd'hui, mais des faits divers atroces comme ça, il y en a toujours eu. Simplement, je préfère attendre, disons, un début d'enquête, commenter. Pour l'instant, on sait même pas qui est le coupable, qui est le suspect. Enfin, voyez, je ne parle pas trop du fait divers lui-même, de cette histoire-là, puisqu'on n'en sait aucun des trois, on n'en sait que mais quand même, honnêtement, Franz, moi, je vois aujourd'hui une violence dans les écoles. Oui, je sais, non, mais je conteste pas ça, tu connais. Je sais, bien sûr. Autour des écoles. Je conteste pas. Je suis pas sûr que c'était la même chose. Moi, je suis pas pour dire que c'était toujours mieux. Atroces comme celui-là, il y en a toujours eu. Mais tu vois, ce substrat de violence tout le temps et tout. Je suis d'accord. Voilà. Et je dis pas, par définition, c'était mieux avant, je le pense pas. Mais là, tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ?
Et vous avez raison, Franz, de préciser que l'on ne sait rien ni des circonstances dans Voilà, lesquelles cette jeune tout à fille est fait. morte, On ni va pas en bien parler. évidemment Non, puis surtout, du profil la seule chose qu'on a envie de de celui ou faire, celle qui c'est de qui l'a tué. penser aux parents. Bien évidemment. Voilà, la Et on famille, pense- les parents. Et on pense... Elle a pense à eux. 11 ans, Elle a 11 c'est ans. un bébé. Ouais. C'est des gamines. T'imagines, il vous arrive ça demain, dans quel état la vie, elle s'arrête. La vie, elle s'arrête. Absolument. Messieurs, je voudrais qu'on commence ce duel avec la polémique, plus qu'une polémique, puisque c'est un débat politique. On l'a traité il y a un instant avec Gérald Darmanin autour de la question du droit du sol. Débat qu'a ouvert le ministre de la Justice dans la foulée d'une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale qui restreignait le droit du sol, pas sur tout le territoire, mais dans le département de Mayotte. Robert Ménard, est-ce que c'est une bonne idée de poser ce débat ou est-ce qu'il y a beaucoup de confusion? Au fond, on a le sentiment dans le débat politique que voilà, ça ressort régulièrement, ça, la question du droit du sol. Est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que c'est vraiment efficace pour régler les problèmes dont parle Gérald Darmanin sur le rapport à la citoyenneté? Attendez, à Mayotte, en tout cas, ça se pose. Oui, non, Oui. attendez. Pardon. Oui, vous dites, ouais. Oui, il y a 10 ans déjà à Mayotte, il y avait des problèmes et les gens, ça leur paraissait pas une évidence. Moi, je suis toujours surpris par ça. Pourquoi je dis? Parce que on a l'impression toujours que oui, le droit du sol, il se présente pas avec la même efficacité, la même nécessité, obligation ici qu'à Mayotte. Mais en même temps, vous verrez que dans 10 ans, si on laisse rien faire, on se dira ah mince, quand même, on aurait pu y penser il y a 10 ans. D'abord, oui, il y a ça. Ensuite, honnêtement, j'ai écouté Gérald Darmanin, ça me semble pas monstrueux comme idée de dire que si un enfant naît en France de 2 parents étrangers, il faille quelques conditions avant que demain il puisse être français. Je trouve que c'est pas monstrueux. Là, c'est pas traiter cet enfant de façon différente. Ça lui enlève rien parce que pour l'école, que tu sois français, étranger ou futur, demain français, tu vas à l'école comme les autres, tu bénéficies des mêmes choses et tout. Donc, juste dire que il y a des gens qui sont citoyens français et d'autres qui ne le sont pas. Mais sinon, il faut plus de frontières, il faut plus de Français. Oui, il y a une différence. Et je pense pas que c'est monstrueux, que c'est pas problématique de le penser. Et il y a encore des gens, alors, c'est pas le cas de Gérald Darmanin, qui pensent que c'est attentatoire, je sais pas quoi, d'humanité, ce serait preuve de monstruosité que dire, et non, il y a des Français, des gens qui ne sont pas. Ce qui est vrai, Robert Ménard, Franz-Olivier Gisbert, c'est que dans le débat, on entend l'idée, il faut pas que ce soit automatique, mais c'est pas automatique. Non, quand il y a 2 parents étrangers, un enfant qui est né sur le territoire, il y a une demande qui est faite. Donc au fond, est-ce que... Il manquerait plus que ce soit pas comme ça. Ah oui, mais sauf que vous voyez bien que c'est l'argument qui est utilisé en disant il faut plus que ce soit automatique. Quand on devient français, il faut le Oui, vouloir. parce que de facto, ça l'est, vous savez très bien. C'est-à-dire, les lois, les règles ne sont plus respectées. Tout est automatique, on le sait très bien. Enfin, mais ça donne l'impression faut qu'on est dire comme les aux choses. États-Unis. Aux États-Unis, vous naissez sur le territoire américain, vous êtes américain. Vous jouez sur les mots. Non. Bien sûr que vous jouez pas sur mon les genre. mots. Enfin, dis-lui qu'il joue sur les mots. On a tous compris de quoi il s'agit. Oui, aujourd'hui, dans ces Dites-moi cas-là, que je joue sur les mots. tu es quasi automatiquement français. Enfin, il faut quand même pas rigoler. Oui, je pense que effectivement c'est un vrai sujet et je trouve que Gérald Darmanin l'a très bien posé. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au référendum? C'est-à-dire, vous savez, c'est quand même un sujet fondamental. Oui. Il y a des sujets absolument fondamentaux aujourd'hui en France, on voit très bien. Il y a la dette, c'est-à-dire le problème des dépenses publiques, apparemment qu'on ne pourra pas régler d'ici 2027, ce qui est horrible pour le pays parce qu'on risque une crise financière à tout moment. Et il y a d'autre part l'immigration à flot ininterrompu, une immigration aujourd'hui sans contrôle, malgré quelques tentatives de reprendre les choses en main. Et ça, je trouve, c'est vraiment un sujet. Et c'est un sujet dont les Français, il faut que les Français s'en emparent. C'est-à-dire peut-être créer un grand débat sur les dépenses publiques assez vite pour que le terrain soit prêt en 2027 quand il faudra faire les réformes. Et sur l'immigration, peut-être effectivement à un moment donné un référendum puisque c'est quelque chose qui concerne les Français. Après, moi, c'est vrai que ce que propose Darmanin, moi, ça me convient très bien. Simplement, est-ce que ça conviendra à tout le monde? Est-ce qu'il faut pas faire le grand débat? Et ce qui est sûr, c'est que ce texte-là, si par exemple, si on essaye de faire ça maintenant, vous savez très bien, dans les conditions aujourd'hui de fonctionnement de l'Assemblée nationale, sans majorité, rien ne passera. Rien ne passera. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que, il le disait tout à l'heure, il a raison. Si tu interroges les Français là-dessus, c'est les seuls sujets
parmi les seuls sujets où tu as 70-80% des gens qui pensent que ça va de soi. Pardon, ça va pas de soi. Quand tu veux devenir français, tu le demandes en bonne et due forme. Il y a des pays où ce n'est pas un dû. C'est pas, tu bénéficies pas de ça comme ça. Alors, comme un Robert cadeau Ménard, parce François que tu es né en France. comme vous êtes relativement d'accord, je veux faire l'avocat du diable. Quand on regarde dans le détail le nombre de personnes que ça concerne par an, vous savez en 2023, combien de personnes ça concerne? Non, 30 000. 30 000, exactement. Voilà. Oui. Et alors, est-ce qu'on considère est-ce qu'il n'y a pas une sorte de disproportion entre la place que ça prend dans le débat et le nombre de gens que ça concerne? Non, parce que non, Benjamin, il fait semblant de pas comprendre. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est-à-dire, est-ce que c'est un dû? Est-ce qu'on devient français comme ça, ou est-ce qu'il y a un petit parcours du combattant comme dans n'importe quel pays? Et c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Regardez la carte verte aux États-Unis. Les gens, c'est compliqué à voir. Ils sont fiers après de l'avoir. Moi, je suis allé quelques fois, tu sais, quand les gens se font naturaliser. C'est compliqué, mais c'est normal que ce soit compliqué. Je ne vois pas en quoi c'est choquant qu'il faille, répondre à un certain nombre de conditions, savoir un certain nombre de choses. Attendez-moi, quand des gens vont devenir français qui parlent pas un mot de français, vous trouvez pas que c'est un problème? Oui, mais enfin là, c'est pas de ce dont on parle, puisque là, on parle de jeunes qui auront passé 18 ans sur le territoire. Et pour eux, attendez, mais en quoi ça... 30 000, mais oui, ça se pose pour 30 000 personnes. Aujourd'hui, je crois que vous ne mesurez pas l'overdose qu'il y a de se dire, en gros, 500 000, on va pas entre les demandeurs d'asile, le premier... Non, 500 000 à peu près. Plus que ça. Non, plus que ça, parce que tu as... Bruno Retailleau dit 1 million. Tu fais tous les chiffres, moi j'ai regardé ça 50 Qu'est-ce qu'il fois. dit, Retailleau? Non. Bruno Retailleau dit 1 demi-million. Non, parce que vous oubliez quelque chose. Je suis désolé. Vous deux, vous oubliez quelque chose. Ce sont les clandestins. Ah, mais attends. Gérald Darmanin a dit qu'ils étaient entre 600 000 et 900 000. Mettons qu'il y en a même 100 000 ou 200 000 par an. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Ça se rajoute. Je suis d'accord avec toi. Ça se rajoute, parce que ce qu'on oublie de dire tout à l'heure, de Monsieur Darmanin disait, en gros, sur, je vais pas dire de bêtises, mais 130 ou 140 000 demandeurs d'asile, il y a 60 ou 70% qui n'obtiennent pas l'asile. Il a dit 70%, je croyais que c'était un peu moins. Mais enfin, bref, on va pas discuter de ça. Ce qu'il oublie de dire, enfin, il n'a pas dit ça, mais je pense qu'il le pense aussi, c'est que l'immense majorité de ceux qui se voient refuser le droit d'asile, ils restent en France. Moi, je connais, y compris chez moi, des communautés de Kosovars ou de Tchétchènes qui ont tous, à un moment donné, ils se sont vus refuser et ils restent. Et on les met jamais dehors. Avec la bénédiction d'ailleurs d'un certain nombre d'associations qui font tout pour que ça, tu arrives pas à les mettre dehors. Les 500 000, c'est l'immigration légale. Il faut pas perdre de vue qu'il y a une grosse immigration clandestine en France. C'est trop. 500 000 aujourd'hui, tu n'arrives pas à assimiler. Et les gens qui... Il y a des gens qui arrivent et des gens qui repartent. Oui, enfin, attendez... Pardon, pas vous, pas ça, là. Alors, pardonnez-moi, mais sur les titres de séjour en 2024... Je savais pas que vous étiez à la France Insoumise pour nous dire... c'est le truc. Pardon, en 2024, il y a 336 000 titres de séjour qui sont délivrés. Sur les 336 000, il y en a 109 000 qui concernent des étudiants. Des étudiants qui ont vocation à repartir. Bien sûr, souvent, mais bien sûr. Bien, moi, je me suis... Mais ce sont les premiers titres de séjour. Il y a les deuxièmes titres de séjour, les troisièmes titres de séjour. Ça, c'est les primo-accédants. Je vous rappelle... Autre question sur les étudiants. Moi, je suis pour qu'on oblige les étudiants à retourner dans leur pays. Il y a aujourd'hui... Alors, non, attends. Et les médecins, comment tu fais? Arrête. Est-ce que je peux te dire... pas. Mais tu peux pas le faire. Attends, mais je dis... On a besoin de médecins, on en a pas assez avec nos règles débiles. Je peux dire un mot. Il y a 10 ans, je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, il y a 10 ans, il y avait plus de médecins béninois du Bénin en France qu'au Bénin. Oui, mais alors, à ce moment-là, on paye le numerus clausus, toute cette politique débile qui est contre les médecins et contre les étudiants. Mais là, on a besoin de médecins. Mais c'est un autre problème. Non, parce qu'il y avait eu tout un débat, tu t'en souviens peut-être pas, en disant comment on va obliger un certain nombre d'étudiants à retourner chez eux une fois qu'ils ont fait leurs études. Oui, parce que ces pays-là, ils ont juste besoin, en l'occurrence, de leur médecin. Alors, messieurs, on parlera dans un instant, puisque vous avez évoqué la question des obligations de quitter le territoire français, de ce qui s'est passé cette semaine, l'influenceur Doualem, votre sujet à la mairie de Béziers. Mais juste avant, sur
la façon dont François Bayrou a réagi à ce débat sur le droit du sol en disant non, il ne faut pas se restreindre au droit du sol, la vraie question c'est qu'est-ce qu'être français ? Est-ce que c'est une volonté réelle de François Bayrou de poser cette question ou est-ce que c'est une façon de... Comment dire, une sorte de manœuvre dilatoire pour éviter le débat sur le droit du sol. C'est vrai que moi je le vois tous les jours. Tu sais, quand tu généralises à outrance, c'est qu'on. C'est la phrase de Charles Pasqua. Quand il y a une polémique, vous en créez une deuxième et pour qu'on oublie la première. Ça t'évite de répondre à la question qui t'est posée, en l'occurrence celle que vous venez d'évoquer. Et en même temps, je trouve que sur un certain nombre de ces questions, notre centriste en chef, il a quand même quelques petites audaces qu'ils avaient pas. Honnêtement. Bah oui. De temps en temps. Beaucoup plus que les macronistes, hein. Faut bien dire les choses. Honnêtement, sur ces questions-là, il a dit un certain nombre de choses depuis quelques semaines. Alors moi, vous êtes devenu fan de François Bayrou. Non, mais c'est pas possible. Tu vois, le débat ici, sur ce plateau, d'abord, moi, je le connais depuis des années, j'ai rien contre lui, c'est pas le problème. Je le trouve plus courageux qu'il l'a été sur ces questions-là. En général, quand les gens arrivent au pouvoir, ils sont encore plus tièdes qu'avant d'être au pouvoir. Et lui, j'ai le sentiment que c'est un peu le contraire. Oui, mais là, que attention. Il est courageux, mais il pourra pas faire grand-chose parce que de toute façon, il n'a pas de majorité. Il désavoue pas Retailleau, par exemple. Ah, mais bien sûr que non. Mais je voudrais répondre quand même à Benjamin sur sa question. Moi, je vois pas en quoi c'est une deuxième polémique qui va tuer le premier sujet. Pour une raison très simple, les sujets se répondent, c'est la même chose. Oui. C'est-à-dire le droit du sol, et puis qu'est-ce que c'est qu'être français ? C'est-à-dire, ça veut dire aussi comment est-ce qu'on devient français ? Je dirais c'est le même sujet. Il est temps qu'on s'en empare et qu'on en parle. Oui, d'accord. Mais c'est quoi ? Mais juste, alors attendez, d'accord, mais très bien. Mais rappelle-toi les grands débats que Macron lançait, ça a jamais débouché. Oui, mais c'était idiot. Mais même, attendez, Robert, même le débat sur l'identité nationale que Nicolas Sarkozy a lancé quand il était président, qu'est-ce qu'il en a ressorti ? Mais dès qu'il ouvrait la bouche, tout le monde tombait dessus. C'est pas du tout la même. Mais c'est quoi un débat sur l'identité nationale ? C'est marrant quand même sur l'identité nationale. Vous vous rappelez ? Il n'avait pas le droit. C'était interdit d'en parler. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que quand même, tu as un certain nombre de gens qui sont au pouvoir et qui osent le dire. Bien sûr qu'il y a un débat. Non, mais moi, attends. Oui, mais est-ce que c'est aux politiques, au fond, si on pose dans le débat public la question, qu'est-ce qu'être français, c'est quoi l'identité nationale ? Est-ce que c'est aux responsables politiques d'y décider ce qui est français, de l'identité ? Ils décident sur la fin de vie, qui est un autre truc d'une intimité encore un peu plus importante. Et oui, ils auraient le droit de dire, qu'est-ce que c'est être français ? Est-ce que tu peux être français si tu parles pas un mot de français ? Est-ce que tu peux être français si tu rejettes les valeurs de la France. Attends, mais bien sûr. Ça. Tout à l'heure, attendez, je suis pour la charia et je veux le. Bah non, c'est. Tout à l'heure, je suis désolé, c'est incompatible avec la République. Sur le mode de vie, vous avez été foutu de lui dire, ah oui, le mode de vie. Oui, bien sûr que le mode de vie. Là, faut pas charrier. Quoi, la polygamie, t'es pour toi ? Robert Ménard, aujourd'hui quelqu'un, pardon, mais aujourd'hui quelqu'un. Pas trop dans le mode de vie quand même. Il y a des moments pour s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit la polygamie. Pardon, la polygamie, c'est Robert Ménard, tout le monde est d'accord. C'est pour. Interdit, évidemment. Robert Ménard, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une personne en France qui va défendre l'idée que quelqu'un qui est polygame ou quelqu'un qui pratique l'excision pourrait être français ? Il ne le dira pas et il le fera. Oui, bien sûr. Il y en a en France. J'ai pas dit ça. J'ai dit juste quand vous dites sur le mode de vie, c'est pas un débat que les politiques doivent trancher. Il y a celui-là, mais il y en a d'autres. On peut se poser d'autres questions sur la polygamie, évidemment. Ça fait pas débat. Mais on peut trouver un certain nombre de questions. Oui, être français, c'est ce que tu disais. Accepter un certain nombre de valeurs, c'est traiter les femmes normalement. C'est dire qu'un homosexuel n'est pas une perversion. Enfin, c'est des choses. Pardon, il y a tout un tas de pays d'où vient une partie de notre immigration qui considère que l'homosexualité, c'est une faute morale, c'est quelque chose qui doit être condamné. Et un certain nombre de pays, on condamne les homosexuels. Et oui, quand t'es français, tu n'acceptes pas ça. Vous allez hurler. Oui. Je préviens. Hein. Non. Quand le ministre de l'Intérieur qui utilise cette expression en disant il faut qu'au fond c'est un débat, c'est-à-dire qu'on passe du droit du sol, on arrive au débat sur l'identité nationale et on termine sur le débat sur les modes de vie. Quand c'est le même ministre de l'Intérieur qui souhaite interdire le voile à l'université ou pour les mamans accompagnatrices, est-ce que c'est pas une façon, une fois encore, de s'en prendre à une religion ? Non, mais vous foutez du monde, là. Pardon. Attends, mais. Il pose des questions. Non, mais ça, c'est pas. Non, je vous prête pas de sous-entendu. Enfin, arrête.
non, moi je n'ai pas envie que les mamans qui accompagnent les enfants portent du voile. Je constate qu'elles le font chez moi comme ailleurs, et je pense qu'il faut pas le faire. De la même façon que je suis choqué quand des femmes portent de voile à l'université. Tu fais ce que tu veux chez toi, mais pas à l'université. Oui, je trouve que dans un certain nombre de services publics, on a raison, chez moi à la mairie comme ailleurs, d'interdire à une femme d'accueillir du public avec un voile. Non, ça me choque pas. Et c'est ça la France. C'est ça. Si tu veux pas ça, tu vas en Arabie Saoudite. Non, mais attendez, non. Justement, ben voilà, c'est vous. Mais Non, mais en Arabie Saoudite, il y a de moins en moins de voiles. En mais fait, oui, c'est bien une sûr. douce plaisanterie. Va là-bas, tu verras. C'est une douce Demande plaisanterie. à ceux qui y vont. Demande C'est à ça, ceux tu qui vois. vont. Oui, Non, bien sûr. Là, sur ce registre-là, il dit de grosses bêtises. Non, pas du tout. Je pense Arrête. que tu devrais Et voyager un peu plus. C'est ça, je t'ai attendu. pour Sors ça. de Béziers. Ouais, c'est vrai que venant Les de voiles, Lille- ils sont souvent ici. C'est ici qu'on veut nous les imposer. Mais en tout Et cas, c'est là-bas, non, mais- ils n'en veulent plus. mais c'est intéressant. Vois les Iraniennes. Vois les Iraniennes. Est-ce que je t'ai dit la même chose? Bah Parce non, que tu viens de dire le je viens contraire. de te dire qu'en Arabie Saoudite, on porte le voile. Non, oui, ce on sont les porte le femmes voile. qui veulent. Les femmes. Que les femmes d'Arabie Saoudite ou d'Iran ne veuillent pas le porter, c'est une chose. Qu'on les oblige à le porter, oui, mais alors- c'est le cas. le Mais portement. mais- c'est juste ce que je te dis. tu vois. Je rebondis sur ce que vous disiez il y a un instant, Franz, puisque au fond, donc on voit bien ces débats. Là, on part dans des choses qui sont de l'ordre du théorique ou du pratique, mais la situation politique qui est sous nos yeux, c'est-à-dire que il y a des négociations pendant 3 semaines pour essayer de faire passer un budget, et on ça, pense qu'il va y avoir la moindre possibilité. Excusez-moi, c'est ce que je disais. Oui, mais c'est pour ça que je rebondis. Ouais. Et c'est bloqué. Mais donc c'est quoi? Donc c'est une bloqué. façon de comment dire, d'amuser les gens Non, pour non, dissimuler à mon une avis, forme d'impuissance. Ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous dire, Ouais. c'est très simple. Nous vivons ce qu'on les États-Unis ont vécu il y a déjà très longtemps, je dirais il y a plus de 30 ans. Vous vous souvenez quand il y a eu ce mouvement tolérance zéro avec Rudolph Giuliani qui est devenu maire de New York. New York était devenue une ville extrêmement dangereuse comme d'autres villes, il y a eu le cas de Baltimore et brusquement les Américains mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et il y a eu une espèce de mouvement comme ça général, il faut durcir, il faut reprendre les choses. Et ce mouvement l'a emporté. Et là aujourd'hui, on a le sentiment que il y a ce mouvement et ce mouvement, on voit bien que le pouvoir actuel, avec François Bayrou, comment dire, le suit, quoi. Il est un peu dans ce courant, François Bayrou. Tous les débats qu'il lance. Mais Quand en il plus- parle de submersion, non seulement à Mayotte, mais également en France, c'est-à-dire il fait certainement allusion En à Hexagone, un ouais. département comme la Seine-Saint-Denis où vous avez 30% d'immigrés, plus de 30% d'immigrés. Donc, ce sont des sujets qui étaient jusqu'à Et puis- présent tabous et on a le sentiment quand même qu'on est en train puis d'en ça- sortir. Et c'est pas mauvais, c'est bon pour le... Et puis ça se pose pas exactement comme vous le dites, c'est pas tout noir ou tout blanc. Aujourd'hui, oui, c'est compliqué de faire un certain nombre de choses vu l'arithmétique, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Attendez, ça fait des années que moi et d'autres, on prône la suppression de la circulaire Valls. Et pourquoi on a attendu? Il l'a Qui a supprimé. été fait. Mais Ben, donc c'est une circulaire, donc tu n'avais pas besoin. C'est passé comme une lettre à la La poste. Poste, c'est-à-dire, pourquoi on l'a bien pas sûr. fait? Vous savez, c'est pour ça que le débat est important. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'état d'esprit des gens qui nous gouvernent n'est plus le même. Très différent. On ose dire un certain nombre de choses qu'on n'osait pas dire il y a 10 ans. Et les mêmes, parce que, attendez, ils sont pas au pouvoir depuis 2 mois, un certain nombre des gens que vous interviewez. Ils sont au pouvoir pour certains depuis 7 ans. Ils disaient pas la même chose il y a 5 ou 7 Oui, ans. Ils changent. Mais c'est surtout Bayrou. Il faut dire c'est depuis qu'il est là, parce que sous Barnier, il y avait déjà encore un peu la Ce qui cloche. n'empêche pas La cloche. le ministre de l'économie dire que la question ne se pose pas sur le droit du sol, Elisabeth Borne de dire à Gérald Mais Darmanin c'est pas un bon débat. mais Elisabeth Borne, elle est pas de droite, elle est de gauche sur tous ces sujets-là. Éric Lombard aussi, il est de gauche. Et, Mais voilà, et tu puis en vois, plus, il on dit les laisse tomber, ça on n'en empêche fait pas pas un Retailleau casus de faire belli. des Non, choses, mais quoi. Lombard, il est malin. Il dit oui, mais moi je suis de gauche, je suis contre. Puis en même temps, mais c'est pas un casus belli, on verra De toute bien. façon, etc. Éric Lombard Oui, a bien oui. compris que ça ne se ferait pas. Bah oui. Gérald Darmanin Ben lui-même oui. lance le débat en disant Oui, mais bon, on c'est met, ça 2023. prépare peut-être les choses à de Ouais. vrais changements. Sur la question de l'immigration et de ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. La semaine a donc été marquée par cette décision du tribunal administratif de Melun qui a annulé l'OQTF qui visait l'influenceur algérien Doualem, qui est donc sorti libre du centre de rétention administratif. La justice a même condamné l'État à lui verser 1200 euros. Oh, c'est pas beaucoup, je trouve que ça aurait dû être On voit- 100 000 euros. on non voit Parce que ces images, c'était quand même c'est pour payer le les frais- préjudice. c'est pour payer les frais de justice. 500 000 euros peut-être, non? Enfin, je sais pas. On voit les images de Doualem sortant du centre de rétention administratif.
c'est ça comment dire, c'est le résultat d'un ministre de l'Intérieur qui a voulu aller trop vite, qui a voulu trop gonfler les muscles. Quand on veut aller trop vite, on se fait retoquer par la justice administrative. Il a essayé de faire ça en urgence. Il y a des magistrats qui ont estimé que c'était pas un cas d'urgence. Pardon, moi je suis maire dans un certain nombre de situations et ça m'est arrivé sur plein de sujets. Attends, mais moi j'ai juste envie d'applaudir Retailleau. Il a quelque chose. C'est un monsieur qui dit exactement la même chose qu'il disait quand il était dans l'opposition et qui a pas honte d'être en gros taxé de réactionnaire. Enfin, attendez, c'est un... De grande qualité pour vous. Attendez, mais moi j'aime... Il est comme ça, il le dit, il change pas d'avis. Et oui, c'est une très, très grande qualité. Et entre lui et ce pingouin dont on n'arrive pas à se débarrasser, tu te dis que de temps en temps, quand même, c'est pas l'état de droit. C'est l'utilisation du droit contre ce que nous voulons. Et avec des magistrats qui utilisent le droit contre ce que nous voulons. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que ce type, quand même, 2 fois il rentre en France illégalement. Il est condamné à 6 reprises. Oui, donc 11 ans en tout. 11 ans de prison. 2 fois oui. pour trafic de drogue. 11 ans de prison en tout. On trouve que le virer, c'est pas une bonne chose. Trafic sur les faux... Non, attendez, on dit, Robert Ménard... Trafic sur les faux papiers, tout ça. Non, mais ce que dit la justice, c'est que la procédure d'urgence n'était pas adaptée. Ce que dit un juge, parce que là-dessus, il faut quand même... Là-dessus, je rejoindrai quand même Robert, sur la politisation d'un certain nombre de juges qui ne jugent pas toujours en droit. C'est la loterie. C'est la loterie. Si vous tombez sur un juge du syndicat de la magistrature, qui est un juge, quand on regarde bien les textes du syndicat de la magistrature, qui fait quand même 1/3 des voix aux élections, c'est quoi? C'est une sorte de... Oui, c'est LFistes, ce sont des LFistes. Donc vous avez de temps en temps... Gérald Darmanin dit ils appliquent la loi. Oui, tu parles. Non, mais attendez, ça c'est du baratin ministre. C'est du baratin ministre. Avec l'intelligence artificielle, on n'a qu'à remplacer les juges. De temps en temps, ils appliquent la loi comme ils veulent. Enfin, vous savez très bien, d'ailleurs, la preuve, c'est pour ça qu'il y a des appels, heureusement qu'il y a des appels qui permettent parfois de contredire la première instance, et ça, souvent, ça dépend. Vous parliez du syndicat de la magistrature, là, la décision, elle est prise par un juge administratif. Oui, ce qui est autre chose. Donc c'est pas les... Non mais oui. Non mais donc ça veut dire que l'idée de juge politisé et autres... Oui, bien sûr. Aussi parmi les juges administratifs. Enfin, vous savez très bien, la politisation, elle est partout, la politisation. Enfin. Il faut changer la loi. C'est d'ailleurs ce que dit Gérald Darmanin en proposant par exemple de supprimer une commission. Bien sûr qu'il faut changer avec un avis consultatif qui permet pour accélérer ce type de... Je pense qu'il faut laisser moins de mou dans la loi, c'est-à-dire que les lois doivent être un peu plus rigides et laisser moins de liberté de manœuvre. Il y a des lois qu'il faut changer. Voilà, c'est tout. Vous y faisiez allusion tout à l'heure dans votre interview. Tu t'imagines, France, que je vais me trouver... Attendez, pardon de parler de moi, mais sur la folie. Je vais me retrouver... vous faites la transition, j'allais en parler. Mais allez-y. Non, mais c'est juste pour ceux qui nous regardent. Puisque dans le même temps, j'ai d'ailleurs interrogé le ministre à ce sujet, vous êtes convoqué par la justice le 18 février parce que vous avez refusé de marier un individu qui était frappé d'une obligation de quitter le territoire français et que vous n'avez donc pas respecté votre obligation en tant qu'officier d'état civil. Enfin, c'est quand même de la folie. On me prévient, c'est lui-même qui le dit, qu'il fait l'objet d'une ça s'appelle une obligation de quitter le territoire français. Et le premier mot, c'est obligation. D'une obligation. Il veut que je le marie, parce que, évidemment, vous avez compris, ça complique d'autant plus le fait de le virer de France. Je me renseigne, il est connu, comme on dit, défavorablement des services de police pour vol et vol avec violence. Je refuse, c'est le bon sens. Je vais quand même pas marier un type qui a l'obligation de ne pas être devant moi. Non, mais attendez. Mais la loi vous y oblige. Oui, mais il y a des lois, et je l'ai entendu, il y a des lois qui n'ont pas de sens. Je suis obligé. Non, parce qu'il y a une autre loi. C'est-à-dire, c'est 2 lois qui se contredisent, et à ce moment-là, c'est au juge je suis obligé de marier quelqu'un qui, lui, a l'obligation de ne pas être là, d'être en dehors de la France. Je préviens la police, les magistrats, en disant, vous le cherchez, mais venez donc le prendre. Et aujourd'hui, c'est moi, parce que je vais être condamné. Je vais être condamné pour me retrouver dans une situation de bon sens. Tous les gens que je rencontre dans ma vie d'ailleurs me disent, mais monsieur le maire, vous avez raison, vous allez quand même pas marier un type qui a l'obligation de quitter le territoire dont on veut se débarrasser. Mais Gérald Darmanin, il vous a soutenu. Il a dit, je soutiens la loi. Non.
Il dit pas tout à fait ça. Il dit, il se prononce pas sur le sujet, vous lui posez la question. Il est garde des Sceaux, il peut pas parler d'une affaire en cours. Et il dit, il faut changer la loi. Ouais. Et moi, je me retourne vers notre garde des Sceaux et je dis, en attendant qu'on change la loi, je vais être condamné dans 10 jours. À quoi? Vous savez ce que je risque? Je risque juste, je pense pas que ça y traverse, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et d'être déclaré inéligible. 10 ans d'inéligibilité, peut-être. Non, mais enfin, voilà. tu imagines. Oui. Personne, mais c'est pour vous dire la folie que c'est. Moi, je veux bien que le mariage, ce soit un droit qu'on ne puisse pas remettre en question. Mais quand même, demander à quelqu'un, parce que je suis aussi officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui est chargé, ce que je suis chargé, de faire respecter la loi, de ne pas la respecter. Parce voilà, qu'il y a ça enfin, aussi, tu tombes à l'envers. Non mais Robert Ménard a l'air de trouver que Gérald Darmanin aurait dû aller plus loin dans son soutien. Qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus? Enfin, franchement, garde des Sceaux, c'est difficile, il va pas dire. Mais t'as toujours envie qu'ils te soutiennent quand même. Oui, Si vous étiez à ma place, on en reparlerait 5 minutes. En même temps, il y a quelque chose de juste, c'est quand même qu'il y a l'obligation de quitter le territoire. Ça veut bien dire qu'il doit pas être là. Bon, il est là, il veut être marié, mais alors la loi, c'est quoi? Parce que il y a 2 lois qui se contredisent. Et je pense que le devoir du juge, c'est peut-être de faire un peu la part des choses. Non, et je pense que dans l'affaire, il la fait pas, le juge. Et voilà. en plus, il fait pas la part des choses. Même d'être condamné à de la prison avec sursis, parce que je pense qu'on pourrait aller vers là, mais j'en serais choqué. J'en serais humilié. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Tu as appliqué la loi. J'ai rien fait de criminel. Il faut quand même pas rigoler. Quand tu voles dans la rue, que tu sois condamné. Mais moi, je fais ce qui est le bon sens même. Dans ce pays, on marche sur la tête avec des lois pareilles. Alors oui, je suis content d'avoir entendu M. Darmanin expliquer qu'il allait changer la loi. Je suis curieux, si j'ose dire, c'est pas le bon mot, de voir ce qui va se passer dans 10 jours quand je serai devant un magistrat en attendant que la loi change. On t'apportera des oranges. Non, on rigole, mais tu vois, ça me fait même plus rire, quoi, là, tu vois. Ça, c'est pour ce que France, il faudra aller à Béziers. Oui, pour aller à Béziers, à la prison de Béziers. Il y a une prison à Béziers, une très grosse prison. Encore un mot sur la justice, avant de parler un petit peu politique, notamment ce qui s'est passé entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Nicolas Sarkozy, à qui on a mis un bracelet électronique vendredi, qui a fait une déclaration en disant qu'il mettait entre parenthèses ses activités publiques. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que, au fond, c'est bien de se dire, alors qu'on voit les images de Nicolas Sarkozy sortant de son domicile quelques instants après que ce bracelet ait été posé, est-ce que c'est une façon de constater que la justice traite désormais les puissants comme les faibles de la même manière? Est-ce qu'il y a un problème d'image d'avoir un ancien chef de l'État avec un bracelet électronique? Est-ce que, comme le dit François Hollande, Gérald Darmanin, il y a une forme de dignité dans la réaction de Nicolas Sarkozy? Oui, il y a une forme de dignité, mais quand même, on peut pas dire qu'il n'y ait pas eu un acharnement judiciaire dans l'affaire Sarkozy. Je pense notamment l'affaire pour laquelle il était condamné, c'est-à-dire la fausse affaire Bismuth. Vous savez très bien que on l'accusait, soi-disant, d'une intention qui finalement s'était perdue parce que il était condamné, n'était pas allé au bout. Non, mais attendez, confirmé en appel. Condamné, j'ai le droit de contester. Oui, je conteste en tout cas complètement parce que d'ailleurs des témoins. Vous avez un excellent livre de Yasmina Reza que je vous conseille, qui raconte des faits divers qui est sorti l'année dernière, qui racontait très bien les séances du tribunal. C'est un procès de Moscou, c'est-à-dire on fait écouter des petits bouts de conversation téléphonique et de ça il ressort que, mais je veux dire il y a aucun élément. Donc il a été condamné comme ça. Et si vous voulez, il y a, depuis qu'il a quitté l'Élysée, un acharnement des juges, et moi, personnellement, ça me gêne. Vous savez, moi, quand il était au pouvoir, j'étais pas un ami de Nicolas Sarkozy, et il a essayé de me faire la peau à plusieurs reprises. Bon. Mais moi, j'aime bien la justice, peut-être parce que j'aime bien la justice. Le coup de pied de l'âne. Non, mais c'est pas le coup de pied de l'âne. Mais oui, c'est ça. Non. C'est quand les gens sont plus au fait de leur puissance. C'est une justice ultra politisée qui a décidé de se payer l'ancien président de la République et qui s'acharne et qui essaie sans arrêt de trouver des trucs. Et même quand ça ne marche pas, finalement, il a été condamné dans cette fausse affaire Bismuth où de nombreux chroniqueurs ont trouvé que ça ne collait pas, ça ne marchait pas. Et ben, il était condamné et il a ce bracelet. Il y a le choc des temporalités, des moments. Au même moment, on vient d'en parler, où tu as cet influenceur
qui est manifestement un petit voyou qu'on n'arrive pas à mettre dehors. Oui. Le droit le protège d'une certaine façon et il revient. Et en plus, il a, tu ironisais là-dessus, une indemnisation pour ses frais de justice. Au même moment, celui qui a été le chef de l'État, il est avec un bracelet électronique. Tu peux pas t'empêcher de dire qu'en général, on dit quand tu es puissant, tu échappes à la loi et quand tu es faible, tu échappes pas. Là, c'est quand même le cas de figure exactement opposé. Les juges sont Exactement opposé. obsédés par Sarkozy depuis qu'il a quitté l'Élysée. Faut dire les choses aussi. C'est-à-dire, il faudrait qu'il soit C'est une forme d'hystérie parce que c'est vrai qu'il les a peut-être un peu maltraités ou les a traités de petits pois à un moment donné. Et puis les influenceurs, là, si on n'avait qu'un de ces influenceurs algériens, il y en a quoi, 7, 8 enfin, il faudrait les foutre tous dehors, honnêtement. Quoi? Enfin, Non, les types, sûr. ils déblatèrent sur pas. la France, ils sont installés ici, derrière leur clavier, ils disent toutes les saloperies du monde. Faut pas rigoler. Ta place, tu dégages. Bien. Et c'est visiblement ce que souhaite faire Bruno Retailleau, mais parfois il a raison. Comment dire? Parfois, les procédures judiciaires mettent un peu plus de temps. Messieurs, je voudrais vous faire écouter ce que disait François Hollande, l'ancien président, ce midi au micro de Guillaume Darret dans BFM Politique, sur plus que les bisbilles, désormais, ce qui apparaît quasiment comme une rupture entre les socialistes et les insoumis. Écoutez François Hollande. Je constate simplement que le mouvement La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon se sont mis hors jeu, d'une certaine façon. Hors jeu de ce qu'est la possibilité pour la gauche de gagner. Je pense que tout candidat de La France Insoumise ne peut pas arriver au second tour d'une élection et ne peut pas gagner, même face à l'extrême droite. Donc c'est fini. Je vous ai dit, nous sommes dans une logique d'autonomie jusqu'en 2027. C'est fini? Attendez, non mais... Je sais ce que vous allez dire. Il a été élu avec le soutien de qui? Du nouveau Front Populaire. Et il y avait qui dans le nouveau Front Populaire? La France Insoumise. La France Insoumise. Oui. Je mets mon billet là, que demain il y a des élections législatives et ils ont besoin de la France Insoumise au deuxième tour. Et là, tout ce qu'il vient nous dire, il l'aura oublié. Tu me le donneras peut-être le billet. Hein. Attends, et il l'aura oublié, Non. et tu te trompes. Non. Ils ont un argument qui est toujours le même. Mais non. L'extrême droite menace. Il faut tous les démocrates, tous les républicains, toute cette foutaise, toute cette toute cette logorée qui consiste à dire face à Marine Le Pen, c'est nous les démocrates, les républicains, et on se retrouve tous ensemble. Il le fera. Robert, on débat souvent ici. Hein, tu as toujours dit que ça n'allait pas marcher, que tout ça c'était une foutaise, que les socialistes et les filles resteraient toujours ensemble. Mais parce qu'il n'y a pas d'enjeu électoral en ce moment. Non, attends, mais laisse-moi terminer. Je constate simplement que Hollande a déjà réussi une première partie de son pari, de son opération, parce qu'on voyait très bien que c'est pour ça qu'il se présentait et c'est ça qu'il préparait, c'est-à-dire la rupture entre LFI et les socialistes, qui est aujourd'hui quasiment actée. Alors tu as raison, c'est-à-dire il y a les municipales qui arrivent et il y a les législatives après. Le seul problème, non, tu me laisses juste terminer. Le seul problème, c'est que il y a peut-être la proportionnelle qui va être instaurée. Et si la proportionnelle est instaurée d'une manière ou d'une autre, grosse proportionnelle ou petite proportionnelle, eh ben d'une certaine manière, ça protégera les socialistes, ça arrangera d'ailleurs un peu tout le monde. Le MoDem est pour, une grande partie des macronistes sont pour, etc. Je t'ai pas dit ça. Donc, je dis pas, je préfère qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, il prenne ses distances, comme tu le dis, avec la France Insoumise. Je dis juste que, à part, c'est pas toi qui vas me dire ça en plus, à part d'être aveugle sur ce qui s'est passé depuis 30 ans, maintenant, chaque fois que pour leur survie aux uns et aux autres, ils ont eu besoin de passer au-dessus de ce qui leur semblait une rupture morale. On n'est pas comme les autres. D'accord. Ils le feront. S'il y a la proportionnelle, tu verras que les discours changeront. C'est tout, c'est ce que je dis. Parce que la proportionnelle, elle est en train de se préparer dans les arrière-cuisines. Je te dis pas ça. La donne. Je te dis, au lendemain de ce qui s'est passé à Gaza, d'abord en Israël, et le pogrom en Israël, le Parti Socialiste montrait du doigt, rompait, écoutez, la France Insoumise, c'est des salopards, ils sont à l'antisémitisme, tout. Il y a les élections, fini. Ils se sont tous retrouvés. La proportionnelle, ils n'auront plus besoin de LFI, les socialistes. C'est ça qui va changer la donne. Et ça veut dire quoi? ça. Ben oui. Tu réponds pas à la question. Ça veut dire Je quoi? réponds à la question. Non, ça veut dire que comment ça fait? Leur haut le cœur
moraux, leur espèce... Mais ça, c'est autre chose, on est d'accord. Attends, se draper dans je sais pas quoi, tout ça, c'est de la foutaise. La seule chose qui compte pour eux, c'est de gagner les élections, et toutes les questions de principe, sur ce coup-là, tu devrais changer d'avis. Tu verras. Tu devrais changer d'avis. Tu sais, ça fait du bien. Faut savoir changer d'avis comme de chemise. Non, d'abord, notamment quand on est journaliste. Oui, mais tu es journaliste, je ne le suis plus. Il y en a deux qui changent peut-être d'avis comme de chemise. Sur cette question-là, je te donne rendez-vous et on verra. Enfin, ils nous ont tellement habitués à se moquer du monde, à nous expliquer qu'ils incarnaient la morale, le droit et que sais-je encore, le bien, le vrai, tout ça. Messieurs. Et après, pour des sordides calculs électoraux, s'allier avec les types qui incarnent à leurs yeux le contraire de ça. Allez, oust. On verra si Robert Ménard peut changer d'avis. On l'invitera. De toute façon, on vous redébattrez. Oui, mais ce débat-là, 2027. on l'a déjà de manière récurrente. Mais alors, parce que t'es naïf là-dessus. Mais non, je suis pas naïf. Sur la question de 2027, Gérald Darmanin a dit quelque chose d'important. Puisque c'est sans doute le premier au sein de ce qu'on appelle la Macronie, le bloc central, à dire il faudra peut-être une primaire. Une grande primaire. Ah bah oui, dans son esprit, c'est une primaire qui va de Bruno Retailleau jusqu'à François Bayrou. Donc il faut se préparer à ce que tout ce beau monde candidate... Honnêtement, c'est leur affaire, là, tu vois. Ah bah merci Robert Ménard. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, ça me paraît tellement... Vous pourriez être candidat dans cette primaire. Ça me paraît tellement invraisemblable qu'ils pas sur un nom, je parle pas même pas de ça, qu'ils se mettent d'accord sur un truc pareil, ça me paraît impensable. Mais attendez, moi je l'espère, moi je suis pour l'union de droite, je suis même pour y associer leur droite et plus loin qu'eux. Mais enfin, tu vois, ça fait 20 ans que... Qu'est-ce que je dis? J'exagère. Oui, non, 20 ans que je me bats pour l'union des droites. Ils sont trop cons pour imaginer qu'il faudrait qu'ils se mettent un tout petit peu ensemble pour battre la gauche, tu vois. Voilà. Alors, et ils le feront pas. Non, mais c'est intéressant parce que jusque-là, on avait le sentiment, et dans les discours politiques, il va être candidat, lui aussi, alors. Gérald Darmanin. Ouais. Ah bah oui, quand il commence à dire, maintenant, je n'attends pas les autres. Et donc ça veut dire que la primaire peut redevenir à la mode? Moi, je crois que c'est tout à fait possible. Je pense d'abord c'est déjà possible du côté des Républicains, parce que là, bon, il y a clairement deux candidats. Il y en a même un troisième d'ailleurs. Il y a Laurent Wauquiez et puis il y a Bruno Retailleau et il y a effectivement David Lisnard. Et c'est intéressant parce que LR, il y a quelques journalistes qui se rendent pas compte parce qu'ils ont toujours ces idiots de journalistes. Trois trains de retard. Non, mais attendez, les journalistes, c'est complètement 50 ans de journalistes. Non, mais c'est vrai. Bah, j'écoute les confrères. Avec cette définition qui a été donnée il y a un instant, il faut savoir changer d'avis comme de chemise. Qui a le mérite de la clarté. Oui, c'est une phrase de Jules Renard parce que il y a un peu de culture là-dedans. C'est une phrase de Jules Renard. C'est une façon d'être propre. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le métier, c'est vrai que on essaye dans le métier que je fais encore. J'ai fait dans ce métier, on essaye de temps en temps de changer d'avis quand la réalité nous a donné tort. Il faut changer d'avis. Mais c'est évident. Mais alors, le truc qui est intéressant, parce que non, il m'a pas laissé dire ce que les journalistes ne voient pas. Je savais pas que t'avais fini. C'est que il se passe quelque chose du côté de LR. Il suffit de regarder les élections partielles de Villeneuve-Saint-Georges, la ville la plus pauvre de la Bête, du Val-de-Marne, et de voir Boulogne-Billancourt, c'est même absolument incroyable. Les autres n'existent pas. Donc LR est en train de repartir. Donc si LR renaît, les journalistes vont se rendre compte certainement, il faut attendre 2-3 mois, il y a un temps de latence. Et à ce moment-là, ils ont des gens de talent, à ce moment-là, c'est vrai que s'ils en désignent un, si c'est l'un des deux, parce que vraisemblablement la bagarre se fait plutôt entre Laurent Wauquiez, qui est disons le candidat comme ça, qui était là dès le départ, et puis Bruno Retailleau qui est en train d'apparaître. S'ils en désignent un des deux, il faut qu'il y ait un autre candidat du bloc central. Oui, il y a une bataille. Et là, forcément, on reviendra vers l'idée des primaires. Parce que ils peuvent pas présenter deux candidats, LR d'un côté, et puis les macronistes de l'autre. Surtout, ils peuvent pas les présenter. Tu es sûr de pas être au deuxième tour. Voilà. Et là, sur la bataille Wauquiez et Retailleau, donc vous avez choisi votre candidat, c'est Bruno Retailleau. Moi, je les connais tous les deux. Je trouve que Retailleau, Wauquiez est un type hyper intelligent. Et attends, tu vois, quand même. Très brillant, il est brillantissime. Mais c'est vrai que quand j'écoute Retailleau, je lisais l'interview ce matin dans le JDD, dans le journal du dimanche. Moi, je suis d'accord de A à Z avec ce qu'il disait. Et il le dit encore une fois, il a des convictions. Moi, j'aime les gens qui défendent leurs convictions, même quand c'est pas de mode. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci, Franz-Olivier Gisbert, d'avoir participé à ce duel du dimanche.